Le chapitre 7 porte sur la dynamique du mouvement circulaire. On a déjà étudié un petit peu le mouvement circulaire au chapitre 4, où on avait appris à calculer l'accélération centripète, donc celle qui est dirigée vers le centre de la trajectoire. Maintenant, on va ajouter les lois de Newton là-dedans, donc on va parler de la dynamique. Alors justement, c'est le but de la section 7.1, de voir la dynamique du mouvement circulaire. Alors on se rappelle que dans un mouvement circulaire, la vitesse de l'objet est toujours tangente à la trajectoire, comme ceci, et il y a à tout moment une accélération qui est dirigée vers le centre de la trajectoire, parce que la vitesse change de direction toujours, et cette accélération-là, eh bien, elle est égale à v carré sur r. C'est l'accélération radiale ou centripète, si on veut. Donc, on avait appris à calculer cette accélération-là au chapitre 4. Alors maintenant, s'il y a une accélération, c'est qu'il y a des forces. C'est en fait la deuxième loi de Newton, somme des forces égale masse fois accélération. Alors ça veut dire que pour avoir une accélération qui est dirigée vers le centre de la trajectoire, ça va aussi prendre des forces dans cette direction-là. Alors si on remplace dans l'équation précédente l'accélération par v carré sur r, donc ça veut dire que la somme des forces sur l'objet devrait être dirigée vers le centre de la trajectoire et ça va être égal à mv carré sur r. On va tout de suite faire un exemple pour voir comment on applique la deuxième loi de Newton en mouvement circulaire. L'exemple que je vais faire, ça va être le numéro 23 qui est à la fin du chapitre 7. On a une enfant de 22 kg qui s'amuse sur une balançoire de parc dont la masse est égale à 1 kg. C'est représenté ici. La balançoire est soutenue par deux chaînes de 2,5 mètres de longueur. Donc ça, en fait, c'est la longueur qui est ici. Lorsque l'enfant est à son point le plus bas, donc ici, le module de sa vitesse est de 2,88 mètres par seconde. Calcule la tension dans chacune des chaînes au point le plus bas. Donc en fait, on veut une tension, une force, donc c'est une application des lois de Newton. La première chose à faire, c'est de dessiner le diagramme des forces. Donc je vais tout de suite, je vais représenter l'enfant et sa balançoire ici. Disons que ce carré-là représente l'enfant et sa balançoire. Et je vais dessiner les forces qui s'exercent dessus. Il n'y en a que deux, en fait. Lorsqu'on est ici au point le plus bas, on va avoir le poids de l'ensemble. Là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais inclure le poids de l'enfant et de sa balançoire ensemble, alors dirigé vers le bas. Et il va y avoir les deux forces de tension. Donc, je vais les appeler T. Il y a deux chaînes. Donc, en fait, chacune va prendre une tension. Je vais les mettre ensemble. Donc, je vais appeler T la tension totale, donc la somme des deux tensions, qui est vers le haut. Et il n'y a pas d'autre force que ça sur l'ensemble des deux. Notre système d'axe, ben, on va l'orienter tout simplement comme ceci. Ce qui va nous importer, ça va être l'axe Y dans ce cas-ci. Et on applique donc somme des forces. Alors, somme des forces en Y, dans ce cas-ci, égale masse fois accélération. Mais l'accélération, ben, c'est justement l'accélération radiale, l'accélération centripète, parce que notre enfant, il est en train de faire une trajectoire circulaire. Évidemment, ça ne sera pas un cercle complet, mais c'est quand même une portion de trajectoire circulaire. Donc, lorsqu'on est ici en bas, on doit donc avoir une accélération. Tiens, je vais la mettre en bleu, là. On a une accélération ici qui est vers le centre de la trajectoire, c'est-à-dire vers le point d'attache. C'est l'accélération centripète. Donc ici, somme des forces en Y, qu'est-ce qu'on a? On a la tension vers les Y positifs, moins le poids, puisque ça c'est vers les Y négatifs. Et la somme de ça va donner la masse fois l'accélération centripète, donc V carré sur R. Ce que ça nous dit en fait, cette équation-là, c'est que la tension dans les chaînes, ça va être égal au poids plus mv carré sur R. C'est bien normal, on sait par expérience que quand on fait un mouvement comme ça, lorsqu'on arrive en bas, au point le plus bas, ben, il y a plus de tension dans les chaînes. Si vous avez déjà fait quelque chose, vous tenir à une corde, puis vous balancez, vous savez que la tension est plus élevée lorsque vous arrivez au point le plus bas. Donc c'est votre poids plus
mv carré sur r. Donc maintenant, on peut mettre les chiffres là-dedans. On avait 22 kg plus la balançoire, ça faisait 23. Donc 23 kg fois 9,8 plus, encore une fois, 23 kg. La vitesse, c'était 2,88 mètres par seconde carré. Et le rayon, c'était 2,5 mètres. Bon, ici, c'est sûr que c'est la longueur des chaînes. Donc, en réalité, il faudrait que je prenne le centre de gravité de l'enfant. Mais ici, j'ai pas vraiment d'informations pour me permettre de le deviner ou de le calculer ou quoi que ce soit, là. Donc, je vais négliger ceci et on va prendre simplement 2,5 mètres comme rayon. Voilà, avec ça, on peut donc calculer la tension. Alors, ça donne 302 newtons. Remarquez ici, on dirait que j'ai pas fait attention aux unités, là, mais dans le fond, les unités étaient toutes déjà bonnes. On avait des kilos, des mètres par seconde. Donc, c'était déjà toutes les bonnes unités. Ça nous donne donc des newtons pour la tension. Ça, c'est la tension totale. C'est sûr que si on voulait avoir la tension sur chacune des chaînes, ben, en supposant que la tension est répartie uniformément entre les deux, là, ben, il y aurait chacune la moitié de ça, donc 151 newtons. Euh, Ça a du bon sens, étant donné que le poids de l'enfant, 23 kg fois 9,8, là, ça donnerait à peu près 230 kg, là, si on multiplie par 10, 230 newtons, pardon. Donc, c'est un peu plus comme on s'y attendait. Un autre exemple un petit peu plus compliqué cette fois-ci, on a une motocyclette qui prend un virage de 90 mètres. Donc ici là, sur l'image, la motocyclette s'en vient vers nous. Elle est en train de tourner vers sa droite. Donc le conducteur ici est en train de tourner vers sa droite, c'est-à-dire vers notre gauche. Et le rayon du virage est de 90 mètres. Ça veut dire que si on le dessine vu du dessus, là, on a quelque chose comme ceci. Donc on est en train de prendre un virage comme ça ici, là. Notre moto se trouve, mettons, à quelque part ici, là, mettons dans le début du virage. Et le coefficient de frottement entre les roues et la chaussée est de 0,6, c'est-à-dire ici. Là. Quelle est la vitesse maximum de la motocyclette? Ça veut dire quelle est la vitesse maximale que cette motocyclette-là peut se permettre pour ne pas glisser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Première chose, c'est un problème de dynamique. Donc, on fait le diagramme des forces. Il est déjà commencé un petit peu ici. Là. Il y a le poids qui est déjà dessiné en orange. Donc, on le met au centre de gravité, le poids, vers le bas, mg. Malheureusement, on n'a pas la masse de la bicyclette, de la motocyclette, pardon. Sauf qu'on va voir que c'est pas grave, comme ça arrive souvent dans les problèmes de dynamique. Quand on n'a pas la masse, c'est pas si grave. Ensuite, en noir ici, c'est la force de friction qui est représentée parce que vous comprenez bien que si la moto glisse, elle va glisser ici vers notre droite. Donc, le frottement s'oppose à ça et donc le frottement va être vers la gauche. Donc, c'est un frottement statique. C'est le coefficient qu'on a ici. C'est un frottement statique parce qu'en réalité, la roue roule et ne glisse pas. Donc, il n'y a pas de mouvement relatif des surfaces. C'est vraiment un frottement statique. Ensuite, une autre force qui nous manque ici, qui n'est pas représentée, c'est la force normale. Donc ici, on aurait la force normale. Il faut la représenter au point de contact, donc sur le pneu ici, et perpendiculaire aux surfaces, donc ici, vers le haut. Donc ça va être notre force normale. Et il n'y a pas d'autre force que ça. Ici, il y a une flèche en vert là, qui est représentée sur le schéma, mais ce n'est pas une force. En fait, c'est pour représenter le sens de l'accélération. Donc ici, ça serait l'accélération qui serait dans cette direction-là, parce que le centre du virage se trouve dans cette direction-là. Donc, notre accélération va être par là. Mais ce n'est pas une force, en fait. Donc ici, on a dessiné toutes les forces qui existaient sur l'objet. La prochaine chose, ça serait de mettre notre système d'axe. Pour le système d'axe, il faut toujours s'arranger pour qu'il y ait un axe qui soit dans le sens de l'accélération. Donc, ici, par exemple, ou à l'inverse de l'accélération, à ce moment-là, ça sera négatif. Mais ici, je vais me faciliter la vie en mettant mon axe des X par là-bas. Donc, j'ai le droit de mettre mon système d'axe comme je veux. Je vais le mettre comme ceci, de telle manière que mon axe des X va pointer vers le centre du virage, donc vers l'accélération radiale. Et donc, à ce moment-là, mon accélération va être positive. Bien sûr, j'aurais pu choisir mon système d'axe comme ça. Ça aurait fonctionné aussi.
C'est juste que mon accélération radiale aurait été négative. J'aurais fallu que je mette un signe moins. Bon, ça marche quand même, mais on va se garder un signe positif en le mettant comme ça. Alors, j'ai mon système d'axes. Maintenant, prochaine chose, on applique les lois de Newton, la deuxième loi de Newton. Si on commence par l'axe des x, alors l'axe des x, je vais dire somme des forces en x égale masse fois accélération. Et la somme des forces en x, ben, j'en ai qu'une seule en fait, c'est la force de frottement. Les deux autres forces sont verticales, donc j'ai seulement la force de frottement. Alors je peux dire force de frottement, son signe est positif parce que ici c'est vers la gauche, donc c'est vers les axes des x positifs. Alors c'est positif. Puis de l'autre côté, on va avoir m fois a, et le a, c'est l'accélération centripète, v carré sur r. Et c'est positif puisque c'est vers les x positifs. Alors cette équation-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est la friction qui sert de, on peut appeler ça une force centripète. Donc la friction sert de force centripète, c'est elle qui permet à la moto de virer en fait. Si on regarde maintenant qu'est-ce qu'on a là-dedans, on peut aller un petit peu plus loin pour la force de friction. C'est le coefficient de friction fois la normale. De l'autre côté, on va avoir ceci. La vitesse, c'est ce qu'on cherche. Hein, il nous demande quelle est la vitesse maximum de la motocyclette. Alors, on va mettre le coefficient de friction à son maximum, 0,6. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir notre vitesse maximum. Le R, c'est le rayon du virage, donc c'est 90 mètres. C'est ce qui nous avait été donné tantôt. On a un petit peu trop d'inconnus, malheureusement. On a ici la normale qui est inconnue, la masse de la moto. En fait, ça serait la masse de la moto et du pilote pour trouver la vitesse. Donc, on a trop d'inconnus. Alors, on laisse ça de côté. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe sur l'axe des Y. Alors, sur l'axe des Y, on va avoir somme des forces en Y. Ici, ça va être égal à 0 parce qu'en Y, il n'y a pas de mouvement. Donc, notre moto ne monte pas, ne descend pas. Donc, il n'y a pas de mouvement selon l'axe des Y, alors ça va donner 0. Qu'est-ce qu'on a selon l'axe des Y? On a la normale vers le haut et le poids vers le bas. Donc, on va avoir tout simplement N moins mg égale 0, c'est-à-dire que la normale est égale au poids dans ce cas-ci. Et ça me permet de revenir dans mon équation de tout à l'heure et de remplacer la normale par le poids, mg. Et donc, vous voyez que mon autre inconnu qui me restait, la masse, va s'annuler et je vais donc pouvoir isoler ma vitesse comme ça, puisque G est connu, donc je vais pouvoir isoler ma vitesse. Une petite note intéressante ici, vu que la masse s'annule, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que en fait, le résultat qu'on va obtenir ne dépend pas de la masse. Autrement dit, que la moto soit très massive ou très légère, en réalité, ça ne va rien changer sur la vitesse qu'on va trouver. Alors, ça donne 23 mètres par seconde pour la vitesse. Si on la met en km/h pour avoir quelque chose d'un peu plus normal pour une vitesse de véhicule, ça donne 82,9 km/h. Donc, bon, grosso modo, 82,9 km/h pour un rayon de virage de 90 mètres. Donc, c'est quelque chose qui a du bon sens. Remarquez que c'est la vitesse limite. Donc, avec le facteur le coefficient de friction qu'on a là, 0,6, donc c'est vraiment la vitesse limite. Je veux parler un petit peu de l'angle θ qui est représenté ici. Vous voyez que la moto, elle est bien penchée pour pouvoir prendre ce virage. Pour bien comprendre vraiment cet effet-là, il va falloir attendre un petit peu plus tard. Donc, au chapitre 11 et 12, c'est là qu'on va parler du mouvement de rotation, de ce qu'on appelle le moment de force en fait. Donc, pour bien vraiment comprendre cet effet-là, mathématiquement, il va falloir attendre ces chapitres-là. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que il y a des forces ici qui ne sont pas tous appliquées au même point. Donc, par exemple, ici, si on regarde l'effet de la force normale qui est là et du poids qui est ici, alors cet effet-là a tendance à faire tomber la moto au sol. Donc, vous voyez, il y a une rotation qui est imprimée à la moto. La force de friction, elle, dans cette direction-là, a plutôt tendance à faire l'effet inverse. Donc, il y a un ensemble de forces qui ont tendance à imprimer une rotation à la moto et il faut que ces forces-là soient en équilibre.